messieurs, bienvenue à ce match série de division remontant en 1981, opposant les Expos de Montréal aux Phillies de Philadelphie. Ici Alain Duron en compagnie de Mark Griffin. C'est un retour dans le passé, un retour, oui, impliquant les Expos de Montréal, la seule année au cours de laquelle ils ont participé aux séries d'après-saison. Marc, c'est de bons souvenirs. Ces années-là, on était évidemment fans des Expos, comme une bonne partie de la province du Québec. D'ailleurs, on parlera de cette période des Expos au cours du reportage. Ce sont des noms qui vont vous rappeler quelque chose, ceux qui étaient là. Pour les plus jeunes, on va se remémorer beaucoup de souvenirs dans une époque qui était, je pense, l'âge d'or des Expos de Montréal. Oui, absolument. Et tu l'as dit, les noms comme Dawson Carter Parrish, que l'on voit, le jeune Tim Wallach, qui arrivait avec les Expos, des vétérans comme Chris Spire, qui a habité Montréal d'ailleurs à l'année longue. Et tu sais, Marc, dans les 9 joueurs de l'alignement des Expos, il y en a 7 qui sont issus du réseau de filiales directement. Donc tout de suite, on va se retrouver sur le terrain du vieux Veteran Stadium de Philadelphie que tu as vu, Marc. Oh, que de souvenirs. Avec Warren Cromartie comme premier frappeur face à Steve Carlton. Bon, évidemment, ça, c'est les duels typiques entre Steve Carlton et Steve Rogers. Match numéro 5, Alain, une égalité de 2-2 donc dans la série. C'est le match décisif, là. Exact. Les Expos avaient remporté les 2 premiers matchs au Stade olympique avec les partants qui s'étaient rendus jusqu'en 9e manche. Jeff Reardon qui avait récolté des sauvetages et les Phillies ont remporté les 2 matchs suivants. C'était pas 2-2-1, Marc, c'était vraiment 2 et 3. Donc, 2 matchs évidemment à domicile à Montréal. 3 et Alain, lorsque les Expos avaient quitté Montréal avec 2 victoires en poche, on sentait un surplus de confiance, je te dirais, en disant on va aller finir ça à Philadelphie. Et ça a été pas mal plus compliqué. Carlton, dont le tir principal est une bonne vieille glissante. Et là, ça ressemblait plus à une course que vient de servir Steve Carlton. Ça reste, Alain, contre les frappeurs gauchers. Il était extrêmement difficile à frapper. On a vu évidemment Cromartie qui a très mal paru, mais il n'y a pas beaucoup de frappeurs gauchers qui paraissaient très bien face à Steve Carlton. Jerry White, frappeur ambidextre, qui a vu beaucoup plus de temps de jeu qu'à l'habitude au cours de la saison 81. Surtout, je te dirais, Marc, après la transaction impliquant Ellis Valentine, qui évidemment a laissé un trou comme voltigeur. Et ajoutons que Tim Raines est blessé. S'était blessé à une main au début du mois de septembre en plongeant sur les sentiers, main devant. C'est pas lent, ça fait un petit bout de temps qu'on parle de ça. Ça fait un petit bout de temps. Il y a plus de 47 000 personnes au stade des vétérans à Philadelphie pour ce match. Là, c'était la bonne vieille glissante de Steve Carlton. Là, et Jerry White a mordu sur ce tir qui a fait le pain et le beurre de Steve Carlton pendant toute sa carrière. Je parlais que c'est difficile contre les gauchers. En fait, c'est difficile pour les frappeurs gauchers, mais c'est aussi difficile pour les frappeurs droitiers. On a vu cette balle qui mord vraiment là, vers l'intérieur, vers les mains du frappeur droitier, qui sent coincé, mais à 2 prises, t'as pas le choix de t'élancer. André Dawson, que plusieurs considèrent en 81 comme étant le joueur le plus complet de tout le baseball majeur. Sa position au bâton, tu sais, une forme d'intimidation, Alain, là, qu'on a déjà parlé, mais regardez, c'est une classique position de André Dawson, Hawk Dawson. Très près du marbre. Très près du marbre, défi, un élan qui est très court pour un gars de son gabarit. Défiait les lanceurs de lui lancer des tirs à l'intérieur. Dawson qui avait connu un mois de septembre un peu plus difficile, Marc. Faut bien l'admettre. Des mains très rapides. C'est tout un athlète. Là. Tu regardes l'ensemble de l'œuvre avec son bras, sa vitesse. C'est malheureux, le problème de genou de Dawson. On a beau blâmer le stade olympique, Marc, mais il était déjà hypothéqué au moment où il était repêché. Et là, Carlton commence en liquidant les 3 joueurs des Expos sur des prises, Cromartie, White et Dawson. Au retour, ce sera le tour des Phillies. Voilà le premier frappeur des Phillies dans ce match, Lonnie Smith. Leading off for the Philadelphia Phillies,
Lonnie Smith qui a eu le tour tout le long de sa carrière, Marc, de se retrouver avec des équipes gagnantes. Non, mais c'est vrai, hein? Ouais. J'ai l'impression qu'il a participé aux séries à plusieurs reprises. S'élance dès le départ. Oui. Et c'est Cromartie qui va saisir près de la ligne de démarcation. Là aussi, comme dans la plupart des stades de l'Est de la Ligue nationale, quand on joue sur le tapis, c'est un retour dans le match numéro 4 entre les Phillies et les Expos. George Vukovic en manche supplémentaire. Frappe une balle en flèche. Ça n'a pas pris temps avant que la balle franchisse la clôture. Et c'était le point de la victoire. Ce qui permettait aux Phillies de créer l'égalité 2-2 dans cette série. 6-5 la marque finale. Les Expos qui étaient revenus derrière 2 fois dans le match pour créer l'égalité. Reardon qui en était à une 3e manche au monticule en relève. Ce qu'on ne verrait probablement plus aujourd'hui. Pas de la part du releveur numéro 1. Là. Non. Même pas proche, en fait. Ouais. 2 manches, là, c'est pas mal la limite. Le voilà, Vukovic au bâton. Un faible roulant. Il y a Rose qui s'est retrouvé sur les sentiers. Un très beau jeu de Cromartie. On voit l'avantage d'un joueur qui lance de la gauche, qui joue au premier but sur ce type de jeu où Cromartie n'a pas hésité. Faire attention aussi, Alain, avec cette surface synthétique de l'époque. La balle qui bondit, c'est très haut. Il faut s'adapter à ce genre de bond. C'est vraiment que dans la division, il y en avait quand même plusieurs. Ouais, Philadelphie, Montréal, Pittsburgh, Saint-Louis. Le Stade Shea et le Wrigley Field qui était encore avec du gazon naturel. Et ce qu'on va remarquer tout au long du match, Alain, chez les frappeurs, c'est qu'il y a beaucoup de frappeurs qui ont une position qu'on appelle fermée. Comme Mike Schmidt qu'on voit présentement. Oui, et on a vu auparavant également Vukovic, mais donc le pied avant, vous allez voir le pied avant là, qui est devant le pied arrière. Alors, vous voyez, on appelle ça une position fermée. L'inverse, évidemment, vous comprenez qu'on appelle ça une position ouverte. Le ballon frappé solidement en flèche. Il parvient rapidement au champ gauche jusqu'à White. Donc, 2 coureurs sur les sentiers. Un bon contact de la part de Schmidt. Ouais, Mike Schmidt, est-ce qu'il a fait mal aux Expos? En fait, pas plus tard que l'année dernière, oui, en 80. L'année passée. L'année passée. Mais Mike Schmidt a toujours l'impression, lorsqu'il arrive au bâton face aux Expos, surveiller ce qu'il va faire, parce que la plupart du temps, malheureusement pour les partisans des Expos, a fait du dommage. Au bâton, c'est Gary Matthews. Matthews, qui en était à sa première année avec les Phillies, a obtenu des Braves d'Atlanta pour Bob Walk. Ironiquement, les deux se sont trouvés comme analystes à la télé par la suite. Un avec les Pirates et l'autre avec les Phillies. Matthews surnommé Sarge. Ouais, là, il y a eu un mélange en signaux. Vous avez vu comment Carter saisit la balle d'aucune manière. Il s'attendait à une balle rapide. Alors, immédiatement, fidèle à lui-même, bon leader, Gary Carter. On voit cette formation des Phillies de Philadelphie. Avec Manny Trio qui va suivre après Matthews. Larry Boa. Écoute, Gary avait ses défauts. C'était pas le plus populaire envers ses coéquipiers. Mais il y a peu de receveurs qui étaient préparés comme lui quand le match commençait. Écoute, Alain, lorsque le match commençait, c'était le meilleur coéquipier au monde. C'était après souvent que c'était difficile parce que, bon, on jasait beaucoup. Là. Il prenait beaucoup de place. Matthews, Alain, avait été la recrue de l'année en 1973 dans la Ligue nationale. Aux dépens de Steve Rogers. Ce qui a fait mal à Rogers, qui était arrivé tardivement dans la saison. Rogers qui avait terminé avec un dossier de 10-5. Et moi, le point mérité, Marc, 1,54. Balle est frappée en direction de l'arrêt-court. Et l'optionnel met un terme à cette manche. Il n'y a pas de point. Bon, il n'y a personne qui a mis la balle en jeu en première manche face à Steve Carlton. Ça, c'est pas très bon signe. On parlait de Gary Carter. Détestait pas les projecteurs, lui. Dans tous les sens du mot. Autant sur le terrain que hors du terrain. Mais écoute, Alain, il était... Lorsque ça comptait, Carter est là. Ouais. En défense qu'à l'attaque. On a vu ses statistiques auparavant. Lorsqu'il s'est retrouvé avec les Mets également. Donc,
On se connaît bien. Évidemment, le match numéro 1 de cette série opposait les deux mêmes lanceurs partants. Ajoutez à ça que Steve Carlton, là c'est une balle de frapper solidement, c'est en lieu sûr. On jouait 18 matchs un contre l'autre pendant la saison régulière et Carlton a passé toute sa carrière, en fait, sa carrière où il a été bon, là, parce qu'en fait, carrière avec les Twins, on oublie ça, là, mais avec les Cards de Saint-Louis et les Phillies, deux équipes qui étaient dans la même section que les Expos de Montréal. Et quand vous regardez l'historique de Carlton contre les Expos, il a eu sa part de succès, mais les Expos ont été capables de le cogner solidement à l'occasion. Dans le premier match, Alain, il avait accordé 7 coups sûrs et accordé 5 buts sur balle. Donc, il y avait de l'action sur les sentiers. Oui. En voilà un, Alain, qui se présente au bâton, qui jouait peut-être dans l'ombre de Carter et Dawson, mais Larry Parrish a été un des joueurs importants de cette équipe. Oui. Un petit rappel sur l'alignement en défense pour les Phillies. Ce qui a fait mal à Larry Parrish, il avait été nommé le joueur de l'année chez les Expos en 79. 30 coups de circuit, puis quand tu dis joueur d'équipe, j'essaierai de me trouver, Marc, un frappeur de 30 circuits qui a terminé la saison avec 7 amortis sacrifices. Ben, c'était Larry Parrish. C'était Larry Parrish. Lui, ce qui comptait, c'était vraiment le résultat d'équipe. Mais il a subi une fracture à une main en mai 80 et ça lui a pris 1 an et demi à s'en remettre. En 81, il y a eu la grève. Ben, c'est en travaillant chez lui que finalement, ça s'est mis à guérir. Et il est celui avec Gary Carter et Warren Cromartie qui ont transporté l'attaque des Expos au mois de septembre. Dans cette lutte avec les Cards de Saint-Louis pour le titre de la deuxième moitié de saison. Il faut bien rappeler qu'il y avait eu un hiatus de près de 2 mois en raison de la grève. On voit que la glissade de Carlton a un peu plus de difficulté dans cette deuxième manche. Alors qu'en première, ça semblait facile pour lui. Oui, 3 et 2. Carter à contre-pied. Rose remet au deuxième. Le trio à Carlton. Pris en tentative de vol. Il a toujours un très bon geste, Steve Carlton. Et là, Carter s'est fait prendre. Mais c'est pas parce que Carter est en course nécessairement. Alors, on voit la souricière. On évite évidemment de faire contact avec le coureur pour ne pas avoir d'obstruction et bien joué de la part. Regardez, c'est Carlton lui-même qui couvrait le premier but, qui est allé... La balle soulevée à droite en direction de Vukovic. Juste comme ça, Alain, 2 retraits, là, alors que Carter avait amorcé la manche avec un 5. Et Marc, en 81, c'est la même chose que 40 ans plus tard, le premier coureur sur les sentiers. C'est chance de marquer. Ils sont d'au moins 70 écoute, peut-être moins à cette époque parce qu'il y avait moins de points qu'aujourd'hui. Mais quand même. Tim Wallach. Son année recrue avec les Expos de Montréal. Un peu plus de temps de jeu en raison, comme on vous le mentionnait, du fait que Valentine a été échangé et que Reigns est à l'écart en raison d'une fracture à une main. D'ailleurs, Wallach joue au champ droit. Oui. On lui cherche une position chez les Expos. Wallach qui par la suite a gagné 3 gants d'or au 3e coussin dans sa carrière, 85, 88 et 90. C'est là où on l'a connu davantage. Un peu au premier but. Jim Fanning qui est venu remplacer Dick Williams au début du mois de septembre. Il a pris plusieurs décisions peu orthodoxes et pas très populaires à l'occasion avec certains joueurs. Vous avez surveillé à quel point Alain Wallach se tient loin du marbre. Larry Bourrois saisi. Remet à Rose pour le 3e retrait. 2 manches, 6 frappeurs, pas de dommage de la part des Expos face à Carlton. L'autre Steve s'amènera pour la 2e manche. Restez avec nous.
s'est déployé la défense des Expos lors de ce match. On parlait de Warlock, justement, le voilà dans la droite. Deux blessés chez les réguliers. Rodney Scott et Tim Raines. Et non les moindres, d'ailleurs. Non. Manuel fait du bon travail en défense. On ne peut pas dire que c'est une menace en attaque pour les Expos. Ouais. Manny Trio, qui était considéré comme un des meilleurs joueurs de deuxième but de la Ligue nationale à l'époque. Lui qui a commencé sa carrière professionnelle, difficile à croire, là, mais comme receveur. Effectivement, difficile à croire, mais ça dépend des circonstances. Hein. Oui. 6 pieds 1, 150 livres. Peut-être mieux d'aller au deuxième but. Originaire du Venezuela. Il fallait qu'ils avaient payé le gros prix pour l'obtenir des Cubs de Chicago. Là, il avait... on a payé le gros prix, mais il a été le joueur là, par excellence de la série de championnat en 80. Contre les Astros de Houston. Une des, honnêtement, des meilleures séries des 3 de 5 là, de l'histoire. Ça, c'est l'affiche de Steve Rogers au cours de la saison. C'est 160 manches au cours de 2/3 de la saison. Il a été menotté là-dessus et c'est saisi par Jerry Manuel pour le retrait. C'est quand même agréable de revoir cet uniforme des Expos qui a fait tant jaser à l'époque. Oui. Le fameux bleu poudre, mais... Number 10, shortstop, Larry Bowa. Larry Bowa qui, par la suite, a été gérant. Oui, avec les Phillies et les Padres. Soulevé mollement et Dawson capte la balle. Pas trop compliqué avec Steve Rogers, hein? Lance des prises. Lance des prises. On va pas très loin dans le compte, hein? Tu as remarqué que très peu de compte complet. Si c'est proche du marbre, on va s'élancer. Et à nouveau, on s'élance dès le départ. Il y avait effectivement beaucoup de place hors ligne au stade des vétérans. On a vu Cromartie se rendre à la rampe. Tu sais, Marc, on parle beaucoup du coup de circuit en 80 de Mike Schmidt contre Stan Bonson, mais le coup sûr de Bob Boone en 9e après 2 retraits regrets d'égalité face à Woody Fryman. Tu sais, on était à un retrait, les Expos, de gagner ce match et ça se décide le dimanche. Fryman s'en est toujours voulu d'ailleurs. Là, c'est pas très long dans cette manche. Ce roulant met un terme à la deuxième manche. Plus facile pour Rogers cette fois-ci. C'est un des fils de M. Bob Boone. Écoute, est-ce que c'est Aaron ou Brett? Ça me semble plus Brett, moi. C'est ce que je pense aussi. Le Spire s'élance tôt dans le compte. C'est près de la ligne de démarcation et saisi par Vukovic. C'est pas un jeu évident. Vous avez vu qu'il doit négocier avec une rampe en plus. Très beau jeu de Vukovic. Et courir sur cette surface, Alain, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, c'est pas super agréable, surtout avec des crampons en métal. Parce qu'on utilise des crampons en métal, là. Oui. Et t'as vu qu'il y a des imperfections. T'as vu près de Vukovic. Il y a des coutures, on va se dire. Là, il y avait des coutures. Mais c'était comme ça à l'époque. Oui. Autre position. Quelle est la position de Manuel? On voit plus ça, hein? Non. Fermé, les mains basses. Écoute, c'est... le sport évolue, hein, ça change. On trouve des techniques. À quelque part, lorsque le frappeur s'élance, ça se ressemble encore beaucoup. C'est l'approche du départ qui a changé énormément. Je regarde l'alignement des Expos, là, et ils sont tous demeurés dans le baseball d'une façon ou d'une autre. Bon, Cromartie à Montréal, on le connaît plus que les autres pour son implication. Et par la suite, il y a eu Jerry White qui a été instructeur longtemps avec les Twins du Minnesota. André Dawson qui a travaillé longtemps avec les Marlins. Gary Carter qui a été gérant dans les ligues mineures. Larry Parrish qui a été gérant avec les Tigers de Détroit. Wallach, instructeur pendant un bon moment aussi alors que Manuel est retiré sur des prises. Spire qui était lui aussi instructeur. Manuel, gérant avec les White Sox de Chicago et les Mets de New York. Et Steve Rogers, qui est toujours impliqué dans l'association des joueurs. Ouais, puis si on étire un peu, là, il y a d'autres joueurs qui vont jouer dans ce match, dont Terry Francona. Et là, j'ai besoin de dire son implication dans le baseball. Il y a quand même une bonne feuille de route. Il ne faut pas oublier que Carter aussi a été analyste au TSN. Si tu veux aller plus loin, l'adjoint de Gary Carter, Bobby Ramos. Oui.
Rogers qui se tient très, très près du marbre pour un lanceur qui s'amène au ballon. Ouais. On pourrait... balle qui est frappée. Ben, c'est en lieu sûr au champ centre. On pourrait pas le blâmer, Marc, s'il était un peu gêné. Parce qu'il a subi pas une fracture, mais une fêlure aux côtes à la fin du mois, début septembre, quand Dick Williams l'avait utilisé comme coureur suppléant. Ça avait fait mal à Williams, en fait. Ça a peut-être été la première étape le menant vers son congédiement au mois de septembre. Est-ce que c'est pour ça que Rogers grimaçait tout le temps, là? Non, ça... à moins que ce soit une condition permanente, là, mais j'en doute fort. Le coup de Rogers était le deuxième. Est-ce que tu suivais la NFL en 81? Oh que oui. Oh que Redskins qui mènent 17-0 contre les Bears. Oui, mais on était au début de la saison de la NFL. J'aimais bien cette position bâton, moi, de Cromartie. Qui a été un bon frappeur. C'est pas été le frappeur de grande puissance, mais c'est un gars qui n'a pas connu un fort match jusqu'ici, en tout cas avec un retrait sur des prises. Mais est-ce qu'il y a un frappeur gaucher qui a eu vraiment du succès face à Steve Carlton? C'est difficile de blâmer Cromartie. Mais donnons-lui le crédit. Il a très, très bien remplacé Tim Raines quand Jim Fanning... C'était la meilleure décision, je pense, de Fanning au mois de septembre, de l'amener comme premier frappeur pour remplacer Tim Raines. À partir de ce moment-là, Marc, jusqu'à la fin du mois, sa moyenne de présence sur les buts est autour de 500. C'est une raison pour laquelle Larry Parrish a eu autant de points produits au mois de septembre. C'était pas le premier défi qu'on lançait à Cromartie. La première année qu'il a été régulier, Marc, il devait pas être un régulier. Il y avait plusieurs voltigeurs et... ouais, c'était pas la meilleure course de Steve Rogers. Ça a l'air toujours compliqué avec Rogers. Hein? C'est... On se rappelle que les lanceurs, effectivement, portaient le veston ou le manteau, si vous voulez. Oui, c'est l'habitude qu'on ne voit à peu près plus aujourd'hui. Déjoué par la balle est fait. Un deuxième retrait sur des prises. La part de Cromartie, ça en fait 4-5 plutôt pour Carlton. On n'est pas déçu, Marc. Deux bons lanceurs, deux des meilleurs dans la Ligue nationale. Moi, c'est ce que j'aime, Alain. Voilà, regardez cet espace. Ouais. Parrish qui va saisir la balle. Tu sais, lorsque tu as deux bons lanceurs, dont Steve Carlton, regardez cette courbe-lente ou cette glissante. Il a certainement enlevé un peu de vélocité sur ce titre. Tu as vu à quel point Cromartie était loin de cette balle. Et lorsque tu as deux excellents lanceurs qui s'affrontent et tu as le duel attendu, je trouve ça extraordinaire. Ouais, il y a un suspense. Et surtout lors d'un match décisif de série. Lonnie Smith frappe la balle du côté gauche. Saisi par Jerry White. Lonnie Smith qui avait été la recrue de l'année en 80 dans la Ligue nationale. Oui, comme joueur de position, la recrue de l'année, ça avait été un joueur des Dodgers, Steve Howe. Que j'ai côtoyé, parce que j'ai joué, imagine-toi donc, Alain, dans la Ligue de la Californie, de mes premières années. Est-ce qu'il jouait avec San Jose? Il jouait avec, écoute, une équipe indépendante. Steve Howe avait tenté d'un retour et jouait dans cette ligue-là. Pete Rose. Je parle de position. Ouais, mais lui, c'est dur à obstiner. Hein? Il en a frappé quelques-uns. Au cours de cette année, il a battu le record pour le plus grand nombre de coups sûrs de la Ligue nationale, qui appartenait à Stan Musial. Pete Rose qui a fait parler de lui, Marc, au cours des dernières semaines, pendant son séjour à Montréal. Tu as vu ça, j'imagine. Il aurait utilisé des... Il aurait trafiqué ses bâtons. On a l'impression que... Tu sais qu'avec Rose, avec le fait qu'il a été banni, qu'il n'est pas au temps de la renommée, puis chaque année, tu as l'impression qu'il y a des gens qui reviennent sur le dossier, mais chaque fois que son nom revient à est-ce qu'on devrait lui pardonner, il y a une espèce d'autre nouvelle négative qui nous empêche peut-être de dire, ben, c'est peut-être blanc comme neige.
si vous n'avez pas lu les informations, c'est que semble-t-il, quand il était à Montréal, il faisait trafiquer ses bâtons par le préposé aux bâtons, pas des Expos, mais de l'équipe adverse. C'est l'équipe à domicile à ce moment-là qui désignait le préposé de l'autre équipe. Plus tard, rappelle-toi, Wilton Guerrero s'était fait prendre avec du liège dans ses bâtons. Oui, et d'ailleurs, au lieu de courir vers le premier but... c'était louche un peu. J'ai récupéré son bout de bâton. Va frapper mollement en direction de Larry Parrish. Deuxième manche de suite, un 2-3 de la part de Steve Rogers. Match qui se déroule assez rapidement. Les lanceurs lancent des prises. Et c'est 0-0 après 3. Dallas Green, qui fait partie pendant 2 décennies de l'organisation des Phillies. D'abord comme joueur, s'est occupé du développement des joueurs et par la suite s'est retrouvé gérant. Il y a un parallèle à faire, Marc, entre l'arrivée de Dallas Green et celle de Jim Fanning. Les deux ont pris des directions qui se ressemblaient un peu. C'est vrai. Donc autant à Montréal, ça peut avoir semblé bizarre, mais il y avait un précédent qui avait été créé pas longtemps avant. 2 ans avant, en fait. On voit l'élan et le tir de Steve Carlton. Il semblait pas forcé. Il faut dire que Carlton, quand il se dépliait, ça arrivait proche du marbre. C'est un grand bonhomme. Puis je ne vais pas faire de comparaison. Là. En fait, la seule comparaison que je vais faire, c'est qu'entre lui et Clayton Kershaw, c'est que on n'est pas capable de voir la balle quitter la main. Regardez à quel point il lève sa jambe, tourne le corps, donc cache la balle très, très, très longtemps. Surveillez bien dans son élan. Il va lever la jambe, là, puis... alors, c'est même le frappeur droitier voit cette balle au dernier instant. Donc, on est très difficile de voir quel genre de rotation, quel genre de tir s'en vient. Est-ce que c'est la glissante? Est-ce que c'est la rapide? C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'élan dans le vide. Qui était un peu haute, va tomber devant Matthews. Ouais, exactement, Alain, tu l'as bien décrit. Lorsque le tir est un peu haut, soudainement, il y a moins d'effet. On aperçoit Steve Burrows, qui était l'instructeur au premier but à l'époque. Il s'est retrouvé, lui, gérant avec les Aces d'Oakland. Je l'ai, moi, comme instructeur dans l'organisation des Dodgers. Il avait une bonne réputation dans le monde du baseball. Un autre tir au premier. Pete Rose, Alain, qui est un excellent joueur, un excellent frappeur, mais n'était pas le premier but typique d'un gars avec un certain physique. Bon, 3 fois au premier but, Alain. Est-ce que la théorie va s'avérer encore? Moi, je suis convaincu que oui. Un pied sur le gazon synthétique de la part de White. Encore une fois, mon cher Marc. La chance, je ne sais pas pourquoi. C'est déjà arrivé, 4 tirs, mais sur le nombre, cours le risque. C'est lorsqu'il y avait une motion pleine. Regardez à quel point c'est haut. Regardez, la balle va apparaître à un moment donné où c'est très difficile pour le frappeur. C'est sûr que l'angle de la caméra ne rend pas justice sur ce que le frappeur peut voir. Balle est frappée du côté droit, c'est Harling. Rose avait été embauché pour secouer cette équipe-là, Marc. Les Phillies venaient de perdre 3 fois de suite la série de championnat de la Ligue nationale, une fois contre les Reds et 2 fois contre les Dodgers. On commençait à tanner un peu et on voulait secouer un peu cette équipe-là. En 79, il y a eu plusieurs blessés et en plus, il y a eu l'émergence des Expos en 79. Ça fait mal aux Phillies, les Pirates qui l'avaient emporté, les Pirates qui avaient tout un club là, mené par Willie Stargell. Dave Parker et Moreno. Avec un Kent Tekulve qui arrivait de côté avec un style bien particulier. Des bons élans de Dawson dans cette présence. Ce qui a fait mal à Dawson
au mois de septembre et dans les séries aussi, Marc, c'est difficile de parler de manque de discipline parce qu'on ne parlait pas de ça à cette époque-là. Mais c'était clair que Dawson voulait trop bien faire, aussi fou que ça puisse paraître. Et à cette époque, Marc, on ne reconnaissait pas des buts sur balle. Laisser passer un tir, dans le cas de Dawson, un but sur balle, c'était presque un échec. Ça fait longtemps comme ça, c'était à mon époque, on pensait encore de cette façon-là. C'était ça, hein? Écoute, on entendait des gens crier à l'époque, j'étais dans les ligues mineures, on disait, en anglais, on disait « You're not gonna walk your way to the big leagues ». Donc, tu ne vas pas te rendre dans les ligues majeures en soutirant des buts sur balle. Hey, est-ce que ça a changé par la suite? Ben oui, ben oui. Alors, donc, tu t'es lancé. Même comme premier frappeur, moi, un compte de 3-1, j'agissais... C'est une balle ricochet, pas de troisième prise. Il y avait une autre série qui se déroulait entre Houston et Los Angeles. Houston avait remporté les 2 premiers matchs à l'Astrodome. Et par la suite, la série s'était transportée à Los Angeles. Il n'y avait pas eu de point, Marc, dans cette série. Ça avait été des duels de lanceurs dans les 5 matchs. Et les Dodgers étaient parvenus à remonter la côte. Et il y a un petit comique, tu te rappelles de Jay Johnstone? Quand ils ont remis les pieds à Los Angeles, ils venaient de perdre là, contre Houston. Ça, c'est dans l'américaine. Oakland, Kansas City et Milwaukee, New York. On y reviendra. Et Jay Johnstone, en descendant d'avion, il dit « Enfin, le soleil et de la vitamine C. » C'est ça que ça nous prenait. Il venait de perdre à l'Astrodome en jouant à l'intérieur. Oakland, mené par Billy Martin, avait balayé les Royals de Kansas City. Autre fausse balle. C'est quand même toute une présence ici de André Dawson. Et les Yankees, eux, ça avait brassé dans cette série-là. Et quand je dis ça avait brassé, Yankees, Brewers, ça avait brassé à l'intérieur du vestiaire des Yankees de New York. C'est que Rick Cerrone, les Yankees avaient gagné les 2 premiers matchs, mais là, les Brewers, qui avaient un sacré bon club et peut-être la meilleure attaque du baseball majeur, avaient gagné les 2 matchs suivants. Et là, George Steinbrenner était descendu dans le vestiaire pour livrer un discours de football. Et Rick Cerrone avait dit « George, tu connais rien dans le baseball, débarrasse. » Là, c'était une 3e prise. Et connaissant George... Non, mais Steinbrenner n'était pas content. Mais il a dit « J'aime ce joueur, il a du cran. » Gary Carter. Ouais, Gary Carter. Vous disiez qu'il aimait les caméras. Et c'était pas de la frime, Marc. C'est ça qui, dans le cas de Carter, qui faisait que les gens l'aimaient. Le journaliste qui arrivait qui arrivait de nulle part et qui n'était pas un habitué des matchs des Expos pouvait avoir une entrevue avec Gary Carter. Et une bonne réponse. Oui. Écoute, moi j'ai eu la chance de côtoyer Carter lorsque justement il était analyste aux Expos à TSN. Et écoute, ce gars-là est un vrai. White n'a toujours pas bougé au premier, même s'il a quand même un écart intéressant. À 2 prises, ou à 2 retraits plutôt, ça pourrait être intéressant. Là, White avait bien décelé le geste de Carlton. Ouais, écoute, au nombre de tirs qu'il force Carlton à faire au premier et au nombre de tirs que White a pu l'évaluer, j'ose croire qu'il a quand même une petite indication, mais ça reste que Carlton a un très, très bon geste. Ouais. C'est la 2e fois que les Expos mettent leur premier frappeur sur les sentiers. Les signaux de Ozzie Virgil, qui était l'instructeur au 3e chez les Expos. Ozzie Virgil père. Oui, dont le fils a joué par la suite avec les Phillies. En direction du champ centre. Oui, ça peut être dangereux au champ centre. Lonnie Smith, c'est pas Gary Maddox qui était le voltigeur de centre régulier, mais on voulait plus d'attaque. Donc on a inséré Lonnie Smith, de même que Vukovic, dans l'alignement. Il y a 2 retraits pour Larry Parrish. Ça me surprend quand même que White n'a pas bougé
Après 2 retraits là, Carlton n'accorde pas une tonne de coups de circuit. Non. Et de toute évidence, parce que lorsque tu arrives en 4e manche, lorsque tes 2 as lanceurs, les deux lanceurs partants, semblent... D'ailleurs, le tir est commandé à l'extérieur, ce qu'on voit moins aujourd'hui. Presque plus, en fait. Parce que là, comme gérant, il faut que tu peux pas regarder le match comme ça en voyant les 2 lanceurs dominer. Il faut que tu provoques des choses à l'époque. Et là, il est en course. Oui. Et le relais deuxième de la part de Boone, c'est serré. Et on le retire. Oh, excellent relais de Boone. Manetrio qui a reçu un crampon, mais il garde la balle. C'est toujours 0-0. Autour de George Vukovic. Une très bonne série pour le frappeur gaucher recru. On parlait de la position fermée au bâton lui aussi, comme frappeur gaucher. C'est un solide frappeur en flèche. Il a encore son statut de recrue. Il n'a joué qu'au mois de septembre avec les Phillies. Sans trop de pression parce que les Phillies étaient déjà assurés, eux, de jouer en série. Bon, on était très rapide. Oui. Écoute, c'était serré. Souvent, lorsqu'on vole face à un gaucher, bon, je sais que Carlton... Regardez la glissade vraiment à l'intérieur. Si White glisse plus à l'extérieur du coussin, il a une meilleure chance d'être sauf. Les crampons devant, hein, oui, monsieur. White. D'ailleurs, tu as vu Manetrio, hein, lorsqu'il a quitté, il a vu la balle courte. Mais c'est le premier retrait sur des prises de Steve Rogers. Et on n'a pas vu souvent sa balle courbe. Third baseman Mike Schmidt. Autour de Mike Schmidt. Certains considèrent comme étant le meilleur joueur de 3e but de l'histoire du baseball. C'est un des très bons. Ben écoute, Alain, il a tellement démoli les Expos que c'est difficile de lui enlever ce titre. Ouais. C'est tellement un élan de puissance, un élan pur. Là. Il avait été un choix de première ronde des Phillies. En début de carrière, Marc, il accumulait les retraits sur des prises à une époque où c'était vraiment péché de se faire retirer au bâton par les lanceurs adverses. À partir du moment où il a enfilé les coups de circuit, on en a moins entendu parler de ces retraits sur des prises. Moins de vélocité un peu sur cette balle à effet. Il avait un répertoire diversifié, Steve Rogers, mais son tir de prédilection, c'était sa balle tombante. On utilisait moins le radar à ce moment-là, Marc, mais pouvait l'établir probablement autour de 92-93 000 à l'heure. La balle est saisie par Tim Warnock pour le 2e retrait. Tu as toujours l'impression, regardez Rogers, il s'étire, il grimace, il prend des grandes respirations. Tu sais, ça a l'air difficile, mais tu regardes le nombre de tirs qu'il a. Écoute, il n'a accordé que 2 coups sûrs lors de la première manche et tout. Oui, ben, il vient de retirer 9 frappeurs de suite. Ouais. Ouf. Courbelange là, qui n'a pas touché la cible, mais j'aime bien aussi, évidemment, vous comprendrez, la synergie créée entre Carter et Reigns. Et Rogers, pardon. Frappé solidement là, de la part de Matthews. Après 2 retraits. C'est le premier coureur des Phillies depuis la première manche. Aussitôt que les tirs sont un peu hauts, surtout sur des balles à effet, c'est beaucoup plus facile pour le frappeur de mettre le gros bout du bâton sur la balle. Tour de Manetrio. Sa cote était très élevée à l'époque, on en a parlé un peu plus tôt, Marc, mais quand tu regardes ces statistiques dans l'ensemble, les révisionnistes vont vous dire, pour peut-être me comprendre, m'inclure là-dedans, là, mais sa moyenne au bâton était potable. On cherchait surtout des joueurs défensifs au milieu de l'avant-champ, mais tu sais où je veux m'en venir, Marc, il n'y avait pas beaucoup de buts sur balle et pas beaucoup de puissance, donc c'est un des 2 aspects là, qui manque à son, qui aurait manqué dans son jeu s'il évoluait aujourd'hui.
surprend, c'est le 150 livres. Il n'y en avait pas épais sur les côtes. Et la balle va tomber en lieu sûr. Et Matthews va se rendre jusqu'au troisième. On le pousse dans le marbre. Le relais. Et on le retire. Il n'a pas glissé. Je ne sais pas s'il aurait pu l'aider. Mais on a atteint l'intercepteur Dawson qui a remis la balle rapidement à l'avant-champ. C'est une balle qui flottait dans les airs. Et Dawson, avec la surface synthétique, devait attendre. Regardez le bras puissant de Dawson. On atteint l'intercepteur qui est Manuel et qui lance une prise à Carter. Et écoute, c'est extrêmement serré. Et retiré. Et bel et bien retiré. Est-ce qu'il aurait eu une meilleure chance s'il avait glissé? Peut-être. On ne le saura jamais. On reviendra sur ce jeu au retour. C'est toujours 0-0. Un bon relais de la part de Jerry Manuel. Fallait faire vite, Marc, parce que c'était serré au marbre. Oui, il fallait faire vite, mais la précision du relais a grandement aidé Gary Carter. C'était une bonne collision. Tu as vu, bon, premièrement, Carter se tenait devant le marbre au départ. Oui. Et Matthews n'avait pas l'intention de glisser. Lui, il avait l'intention de faire contact avec Carter pour lui faire échapper la balle. Tandis que Carter, bon, évidemment, là, on a su par la suite qu'il y a eu un contact avec la tête de Carter, légèrement, semble-t-il, mais qu'il a eu des étourdissements lors des dernières manches de ce match. Ah oui. Tiens, maintenant à l'extérieur face à Parrish. Originaire du centre de la Floride. N'avait pas été repêché, lui, à l'issue de l'école secondaire et avait décidé d'aller dans ce qu'on appelle les junior college. Et ça le déclarait joueur autonome. Et c'était... Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, en passant. Non, c'était vu offrir un contrat, en fait, un boni digne d'un choix de première ronde dans les expos. Et là, c'est un coup sûr dans cette manche pour Parrish. La troisième fois que le premier coureur est sur les sentiers. Est-ce qu'on va en profiter finalement? Tim Wallach. Un autre choix de première ronde des expos. Bon, écoute, Alain, le succès des expos à cette époque était vraiment le réseau de filiales. Ouais. En fait, les dépisteurs. Vraiment, on allait chercher les bons athlètes un peu partout. Et vous savez, beaucoup de gens qui se rappellent les dernières années des expos où il y avait, bon, il faut s'en rappeler, là, des décisions très, très controversées. Ben oui. C'était plus l'équipe populaire de l'époque. Mais il y a une certaine époque, dont l'époque début des années 80, c'était la franchise en termes de développement de joueurs, en termes de dépisteurs. Tu étais un dépisteur dans le baseball majeur. Tu voulais travailler pour les expos, qui avaient décidé même de payer davantage leurs dépisteurs parce qu'ils voulaient les meilleurs. Et regardez le résultat que ça donnait aussi. Et les instructeurs des ligues mineures également. C'était une des premières équipes, en fait, à avoir des instructeurs dans les ligues mineures. Et là, 4 balles de suite face à Tim Wallach. Peut-être une vraie première menace. Oui. Les deux premiers coureurs sur les sentiers. Ça va pousser évidemment Parrish au deuxième. Est-ce que... bon, Alain, rapidement, bon, on est dans les années 80, là, mais on s'en va dans le bas de la formation. Manuel et Rogers qui suivent. Est-ce que tu demandes l'amorti à Spire? Ben, tu viens de répondre à la question, je pense, un peu. Là, même en 81, là, même si on a recours à l'amorti plus souvent. Parce que Spire reste quand même... le meilleur frappeur des trois. Oui, mais aussi un candidat pour la balle à double jeu, n'étant pas un frappeur de grande puissance. Ce n'est pas si rapide pour un joueur d'arrêt court. Je parle de vitesse de course. Une autre balle de la part de Carlton. Donc, qui favorise nettement Spire. Que j'ai toujours apprécié, moi. C'est une époque où, bon, on avait les grandes vedettes avec les expos. Mais Spire faisait un travail honnête. Les lanceurs l'aimaient beaucoup. Parce qu'il prenait charge de ce qui se passait à l'avant-champ. Donc, le lanceur ne va pas se préoccuper de ça. Il y avait quand même une balle frappant en direction de trio. Il jongle avec la balle. Il y a un seul retrait au deuxième. Ça, Alain, c'est une balle à double jeu, là. Manny Trio, regardez la réaction de Carlton. C'est pas surprenant. Si vous avez suivi
Lui pensait que c'était une balle à double jeu tout le long. Ouais. C'est un bon, deux bons. À peine un troisième bon qui aurait dû être saisi. Ça aurait dû être un double jeu facile. Est-ce que l'arbitre pourrait avoir nuit à trio? C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais écoute. Ça reste que là, on a un coureur au troisième, moins de 2 retraits. Donc, les Expos ont une belle chance de marquer le premier point de ce match. La glissante déjoue Manuel. La pause n'est pas longue de la part de Carlton. On est à la limite. On est à la limite. On aperçoit Ozzie Virgil, l'instructeur donc au troisième avec les signaux. Spire ne courra pas le risque de se faire retirer avec un coureur au troisième. Zéro pause. Il n'y a pas de pause. Ouais, on l'a vu encore. Là, on a regardé passer les 2 dernières glissantes. Écoute, Alain, Spire avec un compte de 2 balles, aucune prise avant qu'il s'élance. Sinon, on tire à nouveau de l'arrière. Il y a déjà eu le but sur balle accordé à Warlock dans cette manche. Un compte de 3 à 1. Il n'y a pas eu de pause du tout. 4e balle à Jerry Manuel, le 8e frappeur qui a un seul coup sûr depuis le début de la série. Et Alain, tu parlais de... Bon, si on connaît un peu mieux Steve Carlton aujourd'hui, pendant qu'on voit plusieurs partisans des Expos sur place à Philadelphie, la balle à double jeu, là, en fait, qui aurait dû être une balle à double jeu, est-ce que ça a déconcentré Carlton sur le but sur balle? C'est pas un caractère facile, exact, hein, Steve Carlton. Là. Rogers qui a obtenu un coup sûr dans ce match jusqu'ici. Oups! D'ailleurs, Carlton endurait difficilement la visite de son receveur au monticule ou d'un instructeur des lanceurs. On voit par contre hein, qu'il n'y a pas d'effort assez fluide comme élan. On est là quand même de Steve Rogers sur la balle rapide de Carlton. Un petit peu en retard. La rapide qui était peut-être plus haute que voulu. C'est le rendement de Carlton lors du match numéro 1 contre Steve Rogers. On voit moins bien, là, mais c'est 5 buts sur balle. Alors 5 buts sur balle, 7 coups sûrs, Alain, ça fait quand même... 2 coureurs par manche. De circulation. Je sais pas si tu te rappelles, Marc, mais c'était pas chaud au stade olympique. La balle est frappée au sol, ça perce l'avant-champ. Il y a un point et un deuxième. Les 2 premiers points du match et au troisième va se retrouver Jerry Manuel. Eh bien, écoute Alain, on a atteint l'intercepteur. Je ne sais pas pourquoi Beau n'a pas demandé la balle. Regardez bien ici le relais de Lonnie Smith, qui n'est pas nécessairement précis, mais pourquoi le receveur se tasse? Si le receveur demande la balle à Pete Rose, on a peut-être un jour marre, on décide d'aller au troisième. Manuel qui est sauf. Et vous allez dire, est-ce que si Gary Maddox est au champ-centre, on a une meilleure chance? Non, Gary Maddox avait un des pires bras du baseball majeur au champ-centre. Couvrait beaucoup de terrain, là, mais... disons que je ne ferais pas un concours entre lui et Randall White pour un concours de vélocité. Là. Les 2 premiers points, gracieuseté de qui? Steve Rogers. Son 2e coup sûr du match en passant. Autour de Crow. Menotté, c'est Rose qui va saisir. On ne bouge pas au troisième. Crow qui échoue avec un coureur au troisième et un seul retard. Mais au moins, il a fait contact. Il avait été retiré sur des prises à ses 2 premières présences. Bonne décision de Rose. Ouais. La stratégie, Marc, dans un cas où on avait un coureur au premier, est-ce qu'on n'envoie pas le coureur au troisième? Aussitôt que la balle est... Le coureur du troisième vers le marbre? Ben non, c'est-à-dire qu'il y a 2 possibilités ici. Souvent, lorsqu'il n'y a pas de retrait, on va attendre que la balle perce l'avant-champ. Oui. Et là, ayant avec un retrait, on peut forcer la note. Dans ce cas-ci, le coureur peut aussi prendre la décision. C'est-à-dire que s'il voit une balle bondir et sait qu'il va être cuit assurément... Ouais. Mais on
effectivement, Manuel aurait pu, selon moi, se diriger. Je doute, surtout dans un duel de lanceurs de la sorte, je doute que Ozzie Virgil a dit « Tu cours pas, t'attends que la balle perce l'avant-champ. » Jerry White. Ce qui est un peu ironique dans le dossier de Jerry White, Marc, c'est que c'était son deuxième séjour à Montréal. Les Expos l'avaient échangé aux Cubs de Chicago en 1978. Et il était content de sortir de Montréal. On va le frapper d'aplomb, mais en ligne. Parce que tu comprends que comme voltigeur, quand tu es derrière Dawson, Valentine et Cromartie, et les deux n'ont pas 25 ans, tu n'auras pas beaucoup de temps de jeu. Et tu as un Tim Raines qui arrivait, là, même si on n'était pas sûr s'il allait jouer au champ extérieur. Exact. Et quand les Expos l'avaient réacquis en fin de saison, bon, dans quelle galère je m'embarque? C'est une fausse balle. Donc, il n'était pas très heureux de revenir à Montréal. Et ça, c'est pas parce qu'il n'aimait pas Montréal, c'est l'équipe qui l'avait repêché où il avait quand même grandi. Il se retrouvait quand même avec une bonne bande d'amis, des gens avec qui il avait joué. Il se demandait bien, bon, je vais jouer quand, moi? Il aurait dû savoir que Ellis ne jouait pas 150 matchs par année. Donc, il était pour avoir son temps de jeu. Oui, et on va se rappeler de lui aussi là, pour ce qu'il a fait durant cette saison de 81. Oui. Bon contact. Et Schmidt qui applique la balle à Rogers pour le dernier retrait. Rogers qui a aidé sa propre cause en produisant les 2 premiers points du match. Va le frapper d'aplomb de la part de Jerry White. Un contact qui se fait sur le bras droit de Steve Rogers. Regardez bien Rogers qui est cuit et whoop, le petit contact sur le bras droit. Intentionnel? 2-0, Montréal. En milieu de 5e. 2 points d'avance pour Steve Rogers. C'est le bas d'alignement. Boa, Boone et Carlton. Boa qui coupe son bâton, n'est pas là pour sa puissance. Non, pas du tout. Frappeur qui s'est développé, en fait, comme frappeur ambidextre. Lui, c'est à force de volonté qu'il a réussi à faire carrière dans le baseball majeur par ses habiletés naturelles. C'est vrai. C'était pas celle d'un Gary Templeton, par exemple, ou d'un Ozzie Smith en défense. Aujourd'hui, Alain, vous savez, lorsqu'on veut repêcher des jeunes, on leur fait faire des... on court 60 verges, on mesure la force de ton bras, la vitesse, l'agilité, tout ça. Il y a bien des joueurs d'une certaine époque qui n'auraient même pas passé le test. Là. Je ne dis pas que c'est la bonne manière de le faire aujourd'hui, parce que moi, je pense qu'on néglige beaucoup ce qu'on appelle le sens du jeu. Tu as beau avoir toutes les habiletés au monde, mais si tu arrives sur un terrain où tu ne sais pas quoi faire avec la balle ou tu es prêt à la frapper tant que ça, je pense qu'il y a un hybride à faire, là, mais... Boa, beaucoup de caractère. Trop parfois. Je pense que c'est comme Gérax. Nuit. Il avait piqué une sainte colère dans le vestiaire à Montréal. Tu te rappelles cette série de 4 matchs à la fin du mois d'août 83? Série balayée par les Expos de Montréal. Il y a un match, je crois, les Phillies avaient pris les devants 8-0, c'est ça? Ah, écoute, il y avait de quoi... il trouvé le moyen de... Il y avait de quoi faire perdre les pédales à quelqu'un qui aurait eu la mèche plus courte ou plus longue que Larry Bowa. Tu sais, il est allé au bout de ses habiletés. Moi, c'est ce que j'aime dans le cas de Larry Bowa. C'était pas un de mes préférés quand il jouait. J'étais évidemment amateur de baseball des Expos. Là où Carter place sa main pour la protéger. Johnny Bench avait popularisé cette façon de faire quand il n'y avait personne sur les sentiers. Bowa est allé au bout de ses habiletés et s'est servi de sa tête. Couvrait pas beaucoup de terrain à l'arrêt-court, mais commettait très peu d'erreurs. Un des rares comptes de 3 balles pour Steve Rogers. Souvent retiré sur des prises, Larry Bowa. C'est ça que je mentionne, Marc, quand je dis qu'il est allé au bout de ses habiletés. Il a fait le maximum avec le talent qu'il avait. Ça lui a permis de connaître quand même une carrière intéressante dans le baseball majeur.
Il avait été échangé aux Cubs de Chicago pour Ivan De Jesus. Il a gagné 2 gants d'or à l'arrêt-court. Balle frappée directement dans les mains de Steve Rogers. Et tu sais, Marc, dans cet échange-là, Larry Bowa pour Ivan De Jesus, les Phillies avaient décidé de donner un autre joueur des ligues mineures. Tu te rappelles, c'était qui? Vas-y donc. Catcher ball bull. Dénommé Ryan Sandberg. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. On savait pas si c'était pour le faire jouer au 3e but ou au 2e but. Il faudrait prendre les transactions du baseball au cours des années, Alain, et voir le joueur être nommé plus tard ou celui qu'on dit, bon, OK, garde, on va t'en donner un de plus. Ouais. Pas certain que ça a tourné souvent à l'avantage de l'équipe qui dit, on va t'en donner un autre. Là, c'est un 2e retrait. On parle de Cromartie comme voltigeur, mais se débrouillait très, très bien au premier but également. C'est un joueur de premier but. Ouais. À l'origine, Cromartie. Moi, j'aime beaucoup la façon dont il se comporte au premier but. Ça, même des relais qui sont parfois semblent nettement hors cible. Il fait paraître pas si mal que ça, pas si pire. Oui, Carlton va frapper. C'est un excellent athlète et un des très, très bons frappeurs parmi les lanceurs. Et la balle, est-ce qu'elle a été captée? Écoute, Alain, les gants. Oui. Écoute, t'as vu le gant de Jerry White? C'est un filet de pêche, cette affaire-là. C'est tellement gros. Regardez-moi ça. White qui saisit. Oh, il a bien saisi la balle. Et regardez la démarcation et les coutures devant Jerry White. C'est pas comment de jouer là-dessus. Les Expos-Men 2-0. Un petit retour dans le passé, pourquoi pas Dallas, San Francisco. C'était les belles années des Cowboys et des 49ers, début des années 80. Oui, monsieur. Ça va pas bien pour les Cowboys. Non, les 49ers qui étaient sur le point là, de devenir la meilleure concession de la Ligue nationale de football. C'est une époque, Marc, aujourd'hui, c'est un peu partout comme ça dans la société, on s'hyper spécialise, mais je pense que c'était comme moi, tu regardais pas mal tous les sports là, cette époque-là. Ben, en fait, moi, c'était l'époque où, effectivement, là, tu parlais des 49ers, Montana et Rice. Là, ça a été, moi, les années où j'ai vraiment accroché sur la NFL. Dans le match, bon, évidemment, Rogers qui avait une avance de 2 points dans ce qui s'est présenté au monticule. C'était une manche importante d'empêcher les Phillies de revenir et garder donc toute cette énergie du côté des Expos. Il faut dire aussi qu'à cette époque, il n'y avait pas de... Là, je peux frapper d'aplomb. Encore le premier coureur qui se rend sur les sentiers. La 4e fois depuis le début du match. C'est une balle frappée d'aplomb par Dawson avec son élan typique. Ouais. Donc, il n'y avait pas de station de télé spécialisée. Donc, tout ce qu'il y avait comme sport pour les amateurs comme moi et toi, on sautait là-dessus. Oui. Donc, j'imagine que tu as passé quelques dimanches aussi à regarder des programmes de football. Ouais, écoute, c'était la fin de semaine, hein, c'est ça qui se passait. Là. Exact. Pour de Gary Carter maintenant. Comment les retroussés au champ droit. Vukovic près de la ligne de démarcation. Il a capté la balle. 2 bons jeux de Vukovic depuis le début du match. Absolument. Il y avait énormément d'espace à couvrir. Vous savez, le frappeur droitier, il frappe une balle, donc la balle va s'éloigner du voltigeur. Il n'y a pas beaucoup d'espace hors ligne. Il devait négocier à nouveau avec une rampe. Très beau jeu de Vukovic. Ouais. Il y a beaucoup d'espace quand on est à la hauteur de l'avant-champ. Ça se ressent drôlement. Regardez, là, il y a peut-être à peine un pas là, ou 2. Très beau jeu de la part de Vukovic. La balle aurait été hors ligne de toute façon. Ouais. Larry Parrish. Surnommé LP. S'il y en a un qui a apprécié tout ce que Montréal a à offrir, c'est bien Larry Parrish. C'est serré au premier. Déjà, on a pris à contre-pied Carter aujourd'hui. Et évidemment, White tout à l'heure en tentative de vol. Parrish qui a arboré la grosse barbe au cours de ses 2 saisons précédentes. Ouais. Parrish qui a joué à Québec dans la filiale 2A. Oui. Et d'ailleurs, Marc, il avait été impliqué dans une très violente bagarre générale qui
avait failli lui coûter sa carrière. Il avait été frappé sournoisement au cours de cette bagarre. Il est frappé au champ opposé dans l'allée. Il y a de l'espace. Et ça va donner contre la clôture. On va pousser Dawson vers le marbre. Voilà le relais trio. Il a un bon bras. Et Parrish tente de s'en aller au troisième. On le retire. Parrish n'est pas d'accord. Virgil non plus. Et là, évidemment, Fanning et tout le monde vont retenir Larry Parrish, qui est pas mal plus important là, que... Écoute, regardez les joueurs. L'équipe. Il y a l'instructeur, il y a Cromartie, Spire qui sont sortis. Jim Fanning également. Ouais. Un gros coup sûr néanmoins de la part de Larry Parrish. Dawson utilise sa grande vitesse pour venir marquer. La balle arrive avant, Alain, mais la glissade au coin extérieur du coussin de Parrish. Pourtant, l'officiel est très bien positionné. Et la réaction de Virgil également. Oh, il est sauf. Oh, oui. Et Marc, il y a quelques aspects sur ce jeu. Tu as parlé de la glissade de Larry Parrish. C'était pas le gars le plus rapide. Mais je me souviens qu'on parlait de lui comme un des meilleurs coureurs sur les sentiers chez les Expos. Et ça veut dire, Alain, s'il y avait un jeu si serré au troisième, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a, dès qu'il a frappé la balle, il était en pleine course. Et il a bien contourné les sentiers dans le bon angle. Mais trop souvent, les gars, regarde la balle. Tu sais, une balle qui a donné contre la rampe, là. C'était pas loin d'un coup de circuit, là. Combien de frappeurs auraient regardé cette balle? Et lorsque la balle donne contre la rampe, là, ça serait mis à courir, évidemment, à 100 %. Dans le cas de Parrish, il était rendu presque au troisième. C'est qu'il a démarré dès que cette balle a été frappée. Oui. Au champ droit. Et ça n'a pas été une mauvaise chose que ce soit Ozzie Virgil qui soit l'instructeur au troisième. C'est peut-être l'instructeur qui connaissait mieux Larry Parrish parce qu'il l'a eu sous sa gouverne au Venezuela. Après la saison 77. Et Marc, c'est là que sa carrière a débloqué. C'est Ozzie Virgil qui, cette année-là, pendant l'hiver, qui avait appelé le directeur général et Dick Williams, il était assez proche de Dick Williams, il a dit, les gars, avant de tenter d'échanger Larry Parrish, faites attention, il est en train de démolir la Ligue d'hiver au Venezuela. Mais ça marchait de même dans le temps. C'est les joueurs comme Parrish, qui étaient peu connus, allaient jouer dans le baseball d'hiver, et là, l'instructeur, ou enfin le gérant de l'équipe, là, c'est son réseau de contacts se faisait aller. Là. Parce que le nom de Parrish est impliqué dans plusieurs rumeurs d'échange. Il venait de connaître une saison difficile. Il avait été hué à Montréal. Avait même demandé à être échangé. Là, c'est un but sur balle. Un deuxième soutiré par Wallach. Et là, cet hiver-là, il est allé sous la gouverne d'Ozzie Virgil jouer. Et c'est vraiment là que sa carrière a débloqué à Montréal. Tu regardes la manche de Carlton, la balle frappée d'aplomb de Dawson. Carter a été retiré. Le solide double de Parrish, le but sur balle. À l'époque, bon, il n'y en avait pas de reprise vidéo sur des jeux serrés. Et, comme tu mentionnais. On va regarder la course de Dawson. Regardez la belle lecture de Dawson. Lui aussi, lorsque la balle est frappée, il dit aucun voltigeur qui va saisir cette balle. Bonne course, bon angle de course et tout le long. Il a marqué, vous avez vu Wallach qui lui disait de ne pas glisser. Évidemment, en fin de carrière, Dawson était hypothéqué par ses blessures au genou. Un bon contact de Spire, mais hors ligne. Il avait déjà été blessé avant d'être repêché à un genou. Ce qui avait mis fin à sa carrière de joueur de football. Il s'est retrouvé dans une université qui était peu connue pour son programme de baseball, mais les Expos, un recruteur qui avait eu son œil sur lui. Et là, c'est le troisième retrait. Mais un petit coussin supplémentaire pour Steve Rogers. Il ajoute un troisième point, 3-0 au milieu de sixième. Il reste 4 retours au bâton pour les Phillies. Et là, c'est une manche importante puisque c'est le haut de la formation pour les Phillies. Rogers, qui a été très, très bon. Écoute, très peu de comptes
2-3 balles. Ouais. Un seul retrait sur des prises. Ça veut dire quoi? Prends les devants. Ça veut dire qu'il force les frappeurs à s'élancer. Le gabarit des joueurs. On parlait tantôt de Manny Trio à 150 livres. Larry Bowa faisait 5 et 10, 150 livres. Mais Lonnie Smith n'était pas nécessairement plus costaud, vous allez dire. Oui, une amortie bien déposée du côté gauche. Il n'y a rien à faire là-dessus. Parrish va regarder rouler en espérant que ça s'en aille hors ligne, mais en vain. Pas facile de déposer une amortie de la sorte sur le gazon synthétique. Non, et que ça reste bien droit de la sorte. Bravo à Lonnie Smith. Très bonne idée. Lonnie Smith, c'est 5 et 9, 170 livres. Il a pris du coffre en fin de carrière. Oui, donc tout à fait. Mais ça reste que c'est une époque que jamais où on n'avait pas peur d'aller chercher soit de bons athlètes ou de bons joueurs ou des bonnes têtes de baseball sans égard au physique. Ouais. Aujourd'hui, là, on regarde même plus quelqu'un qui a ce physique-là. Non. En fait, Marc, je disais quand même, il y a certaines organisations, je pense que ça a changé un petit peu, là, mais il y a 10 ans à peine, donc je parle juste des lanceurs droitiers en bas de 6 pieds 2, les gars, je ne veux même pas en entendre parler. Non, c'est effectivement, non. Hey, il y a des camps, là. On regarde le travail de Lonnie Smith, très, très bien fait. Parrish qui jouait derrière le poussin au troisième. Donc, on en a profité. Bonne décision de laisser la balle rouler. Peut-être. Il y a certains terrains où cette balle aurait effectivement courbé hors ligne. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains camps où si tu n'as pas effectivement 6 pieds ou tu sais, 180 quelques livres, tu te présentes même pas. Oui. Malheureux. Là, Petros, c'est assez évident que lui veut se rendre sur les sentiers, peu importe comment. Il sait que Vukovic, Schmidt, Matthews vont suivre les 3 principaux frappeurs de puissance de l'équipe. La venue de Petros avec les Phillies, ça s'est fait dans un contexte assez particulier. Hein. Il voulait aller à Philadelphie. Ça s'était pas bien passé à la fin avec les Reds de Cincinnati, qui avait Ray Knight pour le remplacer au 3e but. Et ça s'était décidé, ça c'est l'affiche de Rogers lors du premier match, 10 coups sûrs en 8 manches et 2 tiers quand même. Et c'est la station station de télé qui diffusait des matchs des Phillies qui a mis l'argent nécessaire pour l'embaucher. C'est dit, bon, si Rose vient, les Phillies, allez voir la station, si vous payez une partie du salaire de Rose. Et ça se faisait pas beaucoup à l'époque. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était le premier exemple. En fait, c'était seulement la 3e année de l'autonomie des joueurs. Et Rose fait son travail. 4e balle. Courage sur les buts, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point égalisateur se présente au bâton pour les Phillies. Et Vukovic, comme on le mentionnait, qui a été le héros du match numéro 4, avec un gros mois de septembre. Enfin, il a eu des statistiques très intéressantes, Vukovic, au cours de cette saison-là. C'est drôle, hein, parce que connaissant Cromartie et Spire aujourd'hui, leur caractère, des bons vivants. On va voir Steve Rogers, petite tape dans le dos. Oui. C'était vraiment une équipe, on le remarque aujourd'hui, hein, à peu près tous ces joueurs reviennent à Montréal à ce qu'il y a des événements. Une équipe qui était assez serrée. Moment important dans le match. Oui. On parlait de l'absence de Scott et Reigns pour les Expos. Et quand on voit Jim Fanning, à côté de lui, c'est Galen Cisco, instructeur des lanceurs. Chez les Phillies, il y a Bake McBride aussi qui était blessé, frappeur gaucher, que Vukovic a remplacé adéquatement au mois de septembre. Ça commence à bouger au monticule d'exercice. Elias Sosa.
Messier. Il y a eu des numéros 27 un peu plus célèbres par la suite. Je pensais que c'était pas lui qu'on l'avait retiré, moi. Oui, oui. Oh, oui, c'est un demi-élan. Oh, non! Oh, monsieur. Ouais, Frank Poley qui, je sais pas si Parrish va lui dire quelques mots, lui qui est au 3e. Je pense que c'est retenu. Mais si on avait une petite bulle là, autour de Larry Parrish, là. Oh, directement envers Rogers qui remet au 2e. Il les sauve. Un beau jeu de Cromartie pour empêcher cette balle d'aller jusqu'à l'abri. Là, évidemment, bon, à l'époque, il n'y avait pas de réglementation au 2e. Est-ce que le coureur a nuit à Chris Spire? Spire jouait très, très loin. Là. Regardez, Rogers a dû même attendre un instant ou synchroniser son relais. Regardez, c'est Petros, hein? Fait que, ben oui. Effectivement, un très beau jeu de la part de Crow. Le relais de Rogers était parfait au 2e. Oui. Alors, au lieu d'avoir 2 retraits, un peu comme tout à l'heure, la balle que Manny Trio a jonglé un peu plus tôt dans le match a coûté probablement au moins un point, peut-être même les 2. Tu sais que Mike Schmidt a fait mal aux Expos à quelques occasions. Hein? C'est le dernier joueur que tu vas avoir au marbre dans ces circonstances. À l'extérieur, c'était la rapide. Bon, regardez la glissade. Oh, ouais. Oh, il était retiré au premier. Il était retiré, oui. C'est très difficile, évidemment, avec les angles de l'époque. Oui. Crow avait réussi à garder son pied sur le premier but. Balle frappe au sol. La remise en arrêt-court. Et cette fois-ci, on convertit le double jeu. Ça, c'est le jeu du match. D'empêcher non seulement les Phillies de marquer parce qu'il y avait quoi au 3e, mais de compléter le double jeu. Je peux te dire une chose, Steve Rogers a le droit de soupirer. C'est 3-0, Montréal. Oh, quel gros double jeu, Marc, là, c'est... On vient de... J'ai l'impression de dégonfler le ballon des Phillies. Oui, parce que là, évidemment, en ratant le double jeu juste auparavant, soudainement, tu as senti une énergie. Ouais. Et probablement, que tu l'as dit, le pire frappeur pour les Expos, en Mike Schmidt. Et Mike Schmidt qui frappe cette balle au 2e but pour compléter le double jeu par la suite. Alors, effectivement, c'est peut-être la chance ratée là, des Phillies. Carlton toujours au monticule. Il n'y a pas beaucoup de temps entre les tirs hein, quand Carlton est au monticule. Balle qui retourne en direction de Vukovic, occupé aujourd'hui. Parce que si Schmidt réussit au moins à faire marquer le coureur du 3e, c'est 3-1, on peut limiter. Mais tu dis, si tu as un frappeur sur les buts, tu peux créer l'égalité d'un seul élan par la suite. Regarde la fiche de Steve Carlton, 2e pour le nombre de victoires-défaites, manches lancées, nombre de retraits sur des prises, match complet, moyen de points mérités. Il faut dire que l'histoire de l'année, si on parle de lanceur, en 81, c'était Fernando Valenzuela. D'ailleurs, Marc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le documentaire sur Fernando Valenzuela, l'impact qu'il a eu à Los Angeles. Bon, évidemment, dans tout le baseball, quand il est arrivé, mais à Los Angeles même, la communauté mexicaine s'est vraiment ralliée derrière lui. Puis, pour avoir eu l'immense privilège de le côtoyer un peu, parce qu'il était encore là lorsque je suis arrivé au camp des Dodgers en 89. C'est un chic monsieur. Ouais. C'était vraiment là. Puis, écoute, je peux honnêtement dire que je l'ai battu au ping-pong. Ça compte-tu? Ça compte-tu pour quelque chose, ça? Ah, ça devrait, ça devrait. On l'avait... Écoute, Alain, il y avait eu de la pluie pendant 3 ou 4 jours de suite à l'entraînement. Et puis bon, tu comprendras que là, on ne peut pas s'entraîner. Alors, un joueur avait organisé un tournoi de ping-pong. J'avais affronté, je pense que c'était en quart de finale, Fernando Valenzuela, que j'avais battu d'ailleurs. Est-ce qu'il commençait à contrôler son anglais un peu? Oui, on comprenait un peu. Là, les joueurs latins, évidemment, se tenaient ensemble. Hein, fait que, mais oui, on était capable de communiquer. Oui. Pas les grandes conversations, tu vas me dire, là, mais...
côté, s'il y en a un qui aimerait affronter un autre lanceur, c'est bien lui. Oui. 2 retraits sur des prises et un gros retrait en 5e manche. Donc, il y avait 2 coureurs sur les sentiers. On parlait de Larry Parrish qui a joué à Québec. C'est le cas de Cromartie aussi. En fait, c'est le cas de Dawson. Même si Dawson, ça n'a pas été très, très long. Il a quand même passé par là. Oui. Les dirigeants des... c'était les métros à ce moment-là. Les métros de Québec, de la Ligue Eastern, s'étaient fait promettre que Dawson passerait la saison au complet à Québec. Parce que tout ce qu'il y avait sur la cravate, c'était une demi-saison dans la Ligue des pionniers. Ça avait été repêché 6 mois à peine. Sauf qu'après un mois, quand il s'y met à frapper comme un démon, ben, les Expos ont dit finalement, on va le monter dans le 3A. Puis ça n'avait pas fait l'affaire, je peux te dire, des dirigeants de l'équipe de Québec. Bon, Crow qui a été liquidé. 1, 2, 3 dans cette manche. En milieu de 7e, 3-0. Expo. Ça aussi, Marc, l'orgue. Ouais. C'est une musique d'atmosphère de ces années. Matthews, Trio et Boa. Si on parle encore de cette collision possible au marbre tout à l'heure, là, mais pas 2 amis, disons. Hein? Écoute, quelques années plus tard, les deux ont eu une autre collision et je peux dire que Gary Carter n'était pas de bonne humeur après celle-là. Une des forces de Steve Rogers, c'est d'aller chercher au moins une prise sur les 2 premiers tirs. C'est rare qu'on l'a vu, là, un peu dans le troupe tout à l'heure, mais... Balle frappée dans les airs. Wallach capte la balle. Pas beaucoup de balles frappées d'aplomb de la part des joueurs des Phillies. Second baseman Manny Trio. Par la suite à Montréal. On a de famille ces deux-là, hein? Penses-tu? Trio qui avait comme agent son épouse. C'était une bonne idée, ça? Ben écoute, ça a été payant. Par la suite, il a brièvement porté les couleurs des Expos. Quand les Expos sont aperçus de ces demandes, ils ont passé leur tour. Et madame a quand même bien fait ça, je te dirais, avec les Giants de San Francisco. Les Giants qui avaient surpayé pour Manny Trio. Comme je le mentionnais, un joueur de 2e but qui avait une bonne réputation. Mais compte tenu des connaissances qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que... il y avait probablement des meilleurs joueurs de 2e but. Oui, mais sauf que, bon, c'est facile avec les données d'aujourd'hui. À l'époque, c'était ça. Et c'est de la façon dont on analysait. Oui. Mais aussi, on portait beaucoup plus d'attention. Et la balle perce l'avant-champ de la gauche de Parrish. Ce que j'allais dire, c'est qu'on accordait énormément d'importance au jeu défensif des joueurs de 2e but et de 3e but. Je veux dire la ligne du centre. Même le voiture de centre, on ne cherchait pas tant de puissance. On voulait que ce soit un bon frappeur. Mais on cherchait quelqu'un qui couvre du terrain. La ligne du centre a toujours été ainsi. À l'époque, en tout cas. L'effort de Parrish, la défense près de son gant. Pas beaucoup de joueurs qui auraient pu saisir cette balle-là. Il ne faut pas oublier, Alain, puis je reviens là-dessus, mais cette surface synthétique, c'est extrêmement dur. Alors, lorsque tu plongeais, là, il y avait des conséquences. Au point extérieur, ça, c'est la fameuse balle tombante là, de Steve Rogers qui s'éloigne du frappeur gaucher. Balle rapide tombante, ce qu'on appelle la balle rapide 2 coutures, ou dans le langage du baseball, la sinker, là, qui... C'était une des meilleures du baseball majeur quand Rogers était à son apogée, et il l'était. Ce que Rogers a admis, parce qu'il était sur une séquence absolument incroyable. Au mois de septembre, il avait été fabuleux. Il avait été très bon dans le premier match de cette série contre Steve Carlton, justement. Ce qu'il avait mentionné, c'est que cette pause de 2 mois en raison de la grève l'avait beaucoup aidé. C'est la première fois qu'il se sentait aussi bien en 2e moitié de saison.
formations les plus stables dans le baseball majeur. Mais tous des droitiers. C'est vrai. Rogers, Gullickson, Scott Sanderson, Ray Burris. Les Expos avaient perdu Charlie Lee à un moment donné en deuxième moitié de saison. Fort dommage d'ailleurs. Lui qui avait lancé un match en point de coup sûr plus tôt cette saison-là, en 81, auquel tu as assisté, mon frère Marc. Oui, j'y étais. J'espère que tu es resté jusqu'à la fin. Ben oui, absolument. Mais écoute, moi, je venais de Québec. Tu comprendras que je restais jusqu'à la fin, et plus que la fin. Parce que je savais que je revenais pas de sitôt. Oui. Écoute, c'est des demi-élans, à la limite 3/4 élans de Boa. Il peut juste rester en vie face à Steve Rogers. C'est pas, encore une fois, c'est un type de frappeur qu'on ne voit plus dans le baseball d'aujourd'hui. Mais c'était l'époque où, lorsqu'on avait un compte de 2 prises, on devenait un frappeur de contact. Oui. Le seul qui se démarquait à cet égard-là, quant au retrait sur des prises, peut-être en avant de son temps, là, il fait juste contact avec la balle. Et on réussit tout juste à retirer trio. Un très beau jeu de la part de Chris Spire. Vous savez, encore une fois, c'est des bons qu'on ne voit plus aujourd'hui. Même les surfaces synthétiques d'aujourd'hui, ça ne bondit pas ainsi. Regardez ce qu'il a fait. C'est un demi-élan carrément. Regardez, je dépose la balle à 2 prises. La balle qui bondit très haut. Et là, tu dois synchroniser ton saut, saisir et toucher le coussin en même temps. Un superbe jeu de Chris Spire. Vraiment, là. Catcher Bob Boone. Parce que c'est très facile d'être impatient, c'est-à-dire de sauter un peu trop tôt parce que tu vois du coin de l'œil le coureur. Mais Spire était très bon. Très beau jeu de la part du joueur d'Ericourt. Oui, Bob Boone qui est au bâton. Et pour compléter ma pensée tantôt, on parlait de Boa et de son approche avec 2 prises. Le seul qui se démarquait, même les plus contemporains vont s'en rappeler, c'était M. Bonds. Pas Barry, le père, Bobby. Qui était tout un joueur de baseball. Il s'est soulevé à l'avant-champ. Saisi par Spire pour le 3e retrait. Il reste 2 manches à Steve Rogers et aux Expos. 3-0 la marque. Deux manches à venir, Marc. En ce dimanche d'automne frisquet. C'était pas chaud cet automne-là, tu te rappelles, Marc? C'était pas chaud. Et on va s'en rappeler... on va s'en rappeler longtemps que c'était pas chaud. Oui. Ça a causé des ennuis, ça. Jerry White. Il y a bien des choses qui ont changé, Marc, et ça inclut évidemment l'infographie. Balle retroussée du côté gauche. Il y a eu plus de balles frappées par les joueurs des Expos vers la piste d'avertissement et quand même soulevé avec une certaine autorité là, que du côté des Phillies. Oui, écoute, les Phillies, honnêtement, il n'y a pas une tonne de balles frappées avec force. Rogers a été très, très bon à les déstabiliser jusqu'ici. Oui. André Dawson qui a amorcé la 6e avec un simple. C'est tellement beau, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que Dawson avait une approche. Bon, évidemment, il a un physique. Il a manqué son lancer, là. Il le sait. Mais l'élan, tu sais, l'élan, lorsque. C'est un gars qui générait tellement de vitesse avec son élan. D'où donc sa puissance. Ouais. C'est un spectacle en soi de voir André Dawson se présenter au bâton. Il a réussi à retenir son élan. Il avait des poignées des mains là, très rapides. Un peu en retard sur la rapide de Carlton. Il le défie. Il le défie. Ouais. 2 bons tirs dans cette présence pour André Dawson. C'est son épouse Vanessa, je crois. Ce qu'on vous confirme. Il était légèrement menotté, saisi par Larry Bowa à l'arrêt-court. Bowa qui secoue la main. Légèrement menotté, mais je pense que la balle arrivait avec une certaine vitesse.
série commence, on revoit chaque frappeur. Et Carter a eu un début de série quand même avec des circuits lors des 2 premiers matchs. Et Dallas Green était en beau 3 petits points. Oui. C'est qu'on s'était dit, on le savait que Gary Carter était sur une bonne séquence et que Dawson en arrachait un peu. Et on avait quand même permis à Carter de faire mal aux Phillies. Les rapports étaient bons. C'est juste qu'on n'a pas exécuté tout simplement le plan. Oui, à cette époque-là, on avait ce qu'on appelle des advanced scouts, donc des visiteurs qui venaient vraiment prendre en note. Parce que c'était important. Tu peux avoir une feuille de statistiques. Ça dit, bon, Dawson frappe bien, mais... Oui, on reconnaît Mme Carter ici. Oui. Qui n'a pas beaucoup changé avec les années. C'est frappé du bout du bâton. Et saisi par Trio. Manche 2-3 pour Carlton. 6 retraits à venir pour Rogers et les Expos. C'est terminé pour Steve Carlton. Frappeur suppléant, c'est le vétéran Greg Gross. Gross qui s'est spécialisé dans cette utilisation comme frappeur suppléant. C'est dangereux. Ouais. Bon, Terry Francona qui s'amène dans le match. Exactement. Francona qui va frapper à la place de Tim Wallach et Jerry White se retrouve donc au champ droit. C'est dangereux parfois lorsque tu as l'étiquette à l'aide du bon frappeur suppléant. C'est qu'à un moment donné, tu joues de façon régulière. C'est une manière, tu vas me dire, de rester dans le baseball majeur. Moi, j'ai lu un texte à un moment donné, une recherche qui a été faite sur les frappeurs suppléants, sur ceux qui avaient du succès comme frappeurs suppléants. Et la conclusion, tu ne seras peut-être pas surpris, ce sont tout simplement des bons frappeurs, point final. Tu te rappelles de John Vander Wal qui avait connu beaucoup de succès et quand on l'a utilisé comme joueur régulier, il a fait un très très bon boulot avec les Pirates de Pittsburgh. Beaucoup. Bon, un peu plus tard, moi le gars que j'ai connu le plus, c'est Dave Hansen. Oui, avec les Dodgers. Qui est devenu un excellent, un des bons d'ailleurs. Les frappes au champ posé. Et dès le départ, saisi, beau jeu de la part de Francona. Lui aussi devait négocier avec cette rampe, mais aussi avec la préposée aux balles. Un peu ironique que Wallach soit sorti au profit de... Et ça, c'est la série entre Houston et les Dodgers de Los Angeles. C'est l'égalité 2-2. Une série qui ressemble beaucoup à celle entre les Expos et les Phillies. Et les Dodgers venaient de prendre les devants en 6e manche face aux Astros. Jerry Royce contre Nolan Ryan. Regardez Francona qui se rend à la rampe et la préposée aux balles fausses qui se retrouve dans le chemin un peu. Heureusement que cette balle a été saisie. On va les frapper en hauteur au champ centre. Deuxième retrait. Ce que j'allais dire, Francona qui remplace Wallach, qui sont peut-être les deux des meilleurs amis au monde. Et 2 gagnants successifs des Golden Spikes aux États-Unis. Wallach qui avait joué son baseball universitaire à Cal Poly est-ce que c'est là ou à Fullerton? C'est Fullerton. C'est Fullerton, hein? Oui, si je ne m'abuse. Et dans le cas de Francona, c'est Arizona State. Et l'année suivante, les Expos allaient repêcher aussi le gagnant des Golden Spikes. Un gars de la Floride, du nom de Mike Fuentes. Même si la balle a échappé à Carter, c'est une prise. Rose 2 fois sur des sentiers, puis sur balle est simple. Dans le 6e que les Phillies ont vraiment raté leur chance. Rose, après son but sur balle, il y avait 2 coureurs sur les buts, pas de retrait. Avec le cœur de la formation qui servait. On annonçait déjà les matchs à venir. C'est la première fois qu'il y avait une première ronde de série, ou qu'il y avait 3 rondes en fait. Donc série de division, c'est la toute première de l'histoire.
créé par cette grève en 81. En 95, de façon définitive, on était pour ajouter une ronde. Ça devait commencer en 94, Marc, mais... Ah, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 94. Ouais. C'est quand même, tu regardes les grèves du baseball, il y a eu une influence sur les expos. Deux fois. Les deux fois, 81, ça a été un peu plus positif. 94, ben, ça a été probablement ce qui a sorti la franchise de Montréal éventuellement. Ouais. En tout cas, qui a certainement amorcé le processus. On frappe au sol. Oh, et il y a un trou dans le gant de M. Manuel. Un jeu de routine pourtant sur cette surface synthétique. Vraiment, écoute, il avait même un genou au sol. Ben oui. On retourne à Los Angeles. Oui, un autre coup sur un autre point qui va s'ajouter. C'est Steve Garvey qui va croiser le marbre. Les Dodgers savaient qu'il était en bonne position. Jerry Royce qui ne donnera absolument rien aux Astros. Donne une chance de plus aux Phillies. Tu vois, ça n'a pas changé, Marc. Une balle rapide haute à l'intérieur. Vukovic qui s'est laissé tenter. Surtout qu'il a frappé le circuit qui a donné la victoire dans le match numéro 4. On veut une autre balle rapide. Si tu te rappelles, Marc, c'est un tir bas contre Jeff Reardon. Ouais. Quatre en 8 dans cette série. Menotté. Oui. Le tir à l'intérieur lui donne des ennuis. Il n'y a pas de menace lorsqu'on tire de l'arrière par 3 points. Oh, la balle contre qui vient au coin extérieur. Pas une décision populaire à Philadelphie. Je pense que non. Il y a deux endroits où tu peux entendre des spectateurs de la sorte. Il y a New York et à Philadelphie. La hauteur y était au coin extérieur selon l'arbitre. Greg Gross va demeurer dans le match. Et c'était la place de Vukovic. Il aura un nouveau lanceur puisqu'il est venu comme frappeur suppléant à la place de Steve Carlton. C'est le vétéran droitier Ron Reed. On s'affiche pour la saison. 8 parties sauvegardées. Il venait en appui à Todd McGraw, qui était le releveur numéro 1 des Phillies à ce moment-là. Balle et frappe au sol. Saisie à la gauche de Boa et c'est le retrait. Ron Reed, Marc, qui était un des derniers athlètes. En fait, il y en a eu plusieurs qui ont fait deux sports. Mais lui a joué professionnel basketball et baseball. De mémoire, le dernier qui l'a fait, c'est Danny Ainge avec les Blue Jays de Toronto et les Celtics de Boston. Mais Ron Reed l'a fait également. Un ancien coéquipier de Claude Raymond, en fait, Ron Reed, avec les Braves d'Atlanta. Un gars de 6 pieds 6, 215 livres pour Ron Reed. En fait, on pourrait dire que Claude Raymond a aussi joué avec le père de celui qui est au bâton. Oui. Terry Francona. Oui. On salue Claude Raymond d'ailleurs s'il est à l'écoute. Claude qui est dans une forme resplendissante. Oui. Vraiment, là. Francona, je me souviens, moi, à cette époque, Alain, c'était déjà un bon frappeur. On
On sentait... Il y avait quelque chose là, avec Francona. Oui, puis il y avait de la bonne balle dans lui. C'était une bonne tête. Il aimait jouer au baseball. Balle frappée près des mains. En fait, on n'a pas été capable de saisir la balle correctement. C'est Boa qui était le seul à avoir une chance de saisir cette balle. Ouais, on donne un coup sûr à Francona, effectivement. Regardez Boa qui va... En fait, la balle a touché le coussin et ça a dévié la balle qui n'a pas été saisie. Balle qui avait des yeux. Je parlais qu'il venait d'Arizona State et d'ailleurs, Francona, ça n'arrivait pas souvent, mais directement après le repêchage, s'est amené au 2A. Et ça a pris à peine 1 an avant qu'il s'amène dans le baseball majeur. Ce qui était extrêmement rare à l'époque. Oui. Tim Wallach a eu droit aussi à ses égards lorsqu'il a été repêché. Tout de suite, on l'a amené dans le 2A. Et en 80, Wallach a fait la pluie le beau temps avec Denver. Une des équipes 3A les plus puissantes, hein, je te dirais, du baseball moderne. Et c'est ce que Pete Incaviglia voulait aussi, rappelle-toi, voulait aller directement dans le baseball majeur. Oui. Oui, lui, c'est Oklahoma State, hein, je pense, d'où il était originaire. Il a joué son baseball universitaire. On l'avait échangé plutôt que de le perdre, parce que si on ne l'embauchait pas, on le perdait au prochain repêchage. Francona qui était assez rapide dans ses débuts dans le baseball majeur. Avant sa blessure au genou. Là. Et sa deuxième. Oui. Ça a vraiment contrecarré une carrière qui s'annonçait prometteuse. Il était un très bon joueur défensif au premier but, mais compte tenu de son profil, c'est comme voltigeur, je pense qu'il avait davantage son utilité. Là. Il était en course, mais Spires soulève la balle. On a voulu lui tendre un piège au deuxième but. On a vu Boa là, qui agissait comme si la balle était frappée au sol. C'était un compte favorable. Hein. C'est quoi? 2 balles, une prise. C'était un compte qu'on utilisait beaucoup le cours et frappe à l'époque. Donc le coureur était en course. Ouais. Mais idéalement, il aurait fallu frapper une balle au sol. Ce qui n'a pas été le cas ici. Manuel qui a commis une erreur qui n'a rien coûté. Ça coûte un frappeur de plus. Ça peut venir nous hanter plus tard dans le match. Ça t'as tellement raison parce que au lieu d'affronter, tu peux peut-être affronter Mike Schmidt qui se donne une chance de plus, qui donne une chance de plus aux Phillies, absolument. Oui. Ozzie Virgil qu'on aperçoit. Qui a suivi Dick Williams à San Diego éventuellement, tout comme Galen Cisco. Williams qui est allé diriger les Padres. Comme bien des gérants, Marc, ou des dirigeants, on va emmener notre monde lorsqu'on change d'équipe. Donc, il y avait Ozzie Virgil, Galen Cisco l'avait suivi. Il y avait également Norm Sherry. Un nouveau personnel chez les Expos par la suite. Oui. Billy Demar s'est amené. Et c'est une troisième prise. Pas de dommage. Reste une manche à Steve Rogers. C'est 3-0. Steve Rogers toujours au monticule. Ce qu'on soulignait avec justesse, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de balles frappées d'aplomb par les joueurs des Phillies dans ce match. Honnêtement, Alain, c'est du grand Steve Rogers et est-ce que je suis vraiment dans le champ lorsque je dis que c'est un des lanceurs les plus mésestimés du baseball? Ross Grimsley m'a déjà dit la même chose. Lui qui est le seul lanceur de 20 victoires de l'histoire des Expos. Et quand il est question de Steve Rogers, il dit, les gens ne savent pas jusqu'à quel point il était bon. Et pendant une période, je vais commencer par une période de 2 ans, c'est-à-dire de mi-81 à mi-83, il a été le meilleur
meilleurs lanceurs du baseball majeur pendant cette période de 2 ans. Et il a été un des meilleurs droitiers, je te dirais, probablement pendant presque 10 ans, là, du milieu des années 70 jusqu'en 83. Pourrait-il être intronisé par le comité des vétérans un jour? J'en doute. Là, en voilà une balle frappée d'aplomb, une rare et beau jeu de Dawson qui saisit la piste d'avertissement. Marc, tu parlais de ces balles frappant en flèche directement vers le voltigeur de centre. Ils sont pas commodes pour le voltigeur de centre, mais on voit qu'on jouait assez éloigné avec Schmidt. Ça a permis donc à Dawson de les cueillir assez facilement par la suite. Alors, tu penses pas que le comité des vétérans un jour... Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Parce que moi, j'ai Harold Baines en tête. Ouais. C'est notre histoire. Ben, écoute, j'ai une autre balle frappant en flèche est saisie par Francona. Je sais pas si c'est le 4e tour au bâton, là, Marc. C'est des retraits, Alain. Rogers n'a que 2 retraits sur des prises, les 2 face à Vukovich. Sinon, il laisse l'adversaire frapper des balles et sa défensive derrière qui a fait quand même un travail assez honnête. Oui. Et là, on est à un retrait de se retrouver en série de championnat de la Ligue nationale. Il ne faut pas oublier, c'est la première série de l'histoire des Expos. Et à un retrait de se retrouver en série face probablement aux Dodgers. Ils mettent 3-0 face aux Astros. Ben voilà, en 7e manche, la façon que les Astros frappent de ce temps-ci... Et la façon dont Jerry Royce lance, je te dirais, aussi. Balle frappée en flèche à droite. Saisi par Cromartie pour le retrait. Et ça, Alain, un des beaux moments de l'histoire des Expos, c'est justement ce catch et regarder les joueurs des Expos qui se retrouvent près de Steve Rogers, près du monticule. C'est vraiment de très, très beaux moments qu'on nous fait revivre. Oui, il y avait énormément d'émotions à une période où les Expos, pour le mentionner, Marc, prenaient toute la place sportive à Montréal, au Québec et je te dirais au pays au grand complet. Et du côté des Phillies de Philadelphie, Marc, ça a marqué un tournant parce que dans les heures qui ont suivi, il y avait des rumeurs qui avaient commencé à courir. Mais Dallas Green démissionnait de son poste. Oui. À la suite de la vente de l'équipe par la famille Carpenter et s'en allait comme directeur général des Cubs de Chicago. Le bruit courait depuis quelques jours déjà. Est-ce que ça a pu influencer le rendement des Phillies? Écoute, Alain, il a été nommé 4 jours après la défaite des Phillies. Alors, absolument. On a vu Tim Raines roll in office qu'on n'a pas vu. En fait, Jim Fanning se fiait principalement à ses réguliers. Et comme lanceur, ben, on a vu Steve Rogers qui a lancé les 9 manches, qui s'est rendu en 9e. Donc, ce match a été un des matchs les plus importants de l'histoire des Expos de Montréal, ce qui les amenait donc en série de championnat, éventuellement contre les Dodgers de Los Angeles. J'espère que ce reportage vous a plu. Il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. Donc, je vous rappelle cette victoire des Expos face aux Phillies de Philadelphie. 3-0 la marque finale. Steve Rogers qui a récolté le jeu blanc. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt.